Bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans l'ombre du réel, et aujourd'hui je vais vous parler du film La colline à des yeux. Tout le monde ou presque a vu ce film, tout d'abord l'original de Wes Craven, sorti en 1978. They wanted to see something different, but something different saw them first. The hills have eyes. Puis le remake de 2006, réalisé par Alexandre Aja. Alexandre Aja qui, comme à son habitude, reprend des œuvres déjà existantes, puisque c'est un tout petit peu sa marque de fabrique quand même. Tu n'es vraiment pas très sympa. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Non, partez pas, je suis plus sympa après. Ouh, j'ai craché. Merde, je suis dégueulasse. L'histoire de ce film est basée sur une histoire vraie, enfin plus ou moins, puisqu'elle est inspirée en effet de la légende du sinistre Sawney Bean, dit le cannibale écossais. Le cannibale écossais. C'est marrant, dit comme ça fait race de chien, je trouve. Si ça existe, j'en veux un par contre. Bienvenue donc dans l'ombre du réel, et découvrons ensemble l'histoire qui se cache derrière le film La colline à des yeux. Comme je vous le disais, La colline à des yeux est donc sortie en 1978, réalisée par Wes Craven donc, et avec notre Scream Queen préférée, Dee Wallace. Dee Wallace qu'on a pu voir dans des films comme Hurlement ou Cujo, qui visiblement aime bien les gros trucs plein de poils. Ça passe pas ça, hein? Non, ça passe pas. Non, c'est pas grave, on va le faire passer quand même. Le film raconte l'histoire de la famille Carter qui est partie en road trip en Californie et qui se perd dans le désert du Nevada à la recherche d'un raccourci qu'ils ne trouvèrent jamais. Ça te rappelle quelque chose, c'est normal. Ils n'ont pas trouvé de raccourci. En revanche, ils vont trouver une famille de cannibales consanguins qui va transformer leur escapade familiale en véritable cauchemar. Ce film est donc inspiré de la légende du tristement célèbre Sawney Bean, qui serait donc responsable de la mort de centaines, voire de milliers de personnes au début du XVIe siècle. C'est d'ailleurs à se demander s'ils sont écossais ou marseillais. C'est des milliers, ça fait quand même beaucoup. Je soupçonne un petit poil d'exagération quand même. Mais qui était donc Mr Bean ? Sawney Bean, qui est né Alexander Bean, dans le comté de East Lothian, ouais, je suis pas tout à fait sûre de la façon dont ça se prononce, mais ce qui est sûr, c'est que c'était en Écosse. Alors, son père était fossoyeur et également tailleur de haies, ce qui est pas commun, mais pas forcément incompatible non plus. Bean a tenté dans un premier temps de reprendre la profession de son père, et puis il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas du tout. Il décide donc de partir et de s'installer à l'autre bout du pays. Là-bas, il épouse une femme à la réputation pas terrible, Agnès Douglas, que les gens surnomment Black Agnès, généralement c'est pas très bon signe dans ces cas-là, que tout le monde là-bas accuse d'être un peu... et également d'être une sorcière. Je suis un peu entamée, je sais. Pour être peinards, et parce qu'ils étaient visiblement pas super sociables, ils ont décidé de s'installer dans une grotte à Banana Head. Là non plus, je suis pas tout à fait sûre de la prononciation, tête de banane, je suis pas convaincue, non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours en Écosse. Leur nouvelle demeure est donc cette grotte préhistorique qui s'étale sur 200 mètres de profondeur. C'était cosy, mais un petit peu humide quand même. Mais l'avantage, c'est que la grotte était inondée à marée haute, c'est-à-dire 2 fois par jour, ce qui assurait à la fois la sécurité du couple et l'éloignement des personnes non sollicitées, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, faudrait que j'y pense pour chez moi. Et c'est là que le couple décide de fonder une famille. Et c'est une très nombreuse famille, parce qu'il faut bien occuper les soirées hivernales et humides, et Dieu sait s'il y en a en Écosse. Ils auront donc 14 enfants, 8 garçons et 6 filles. Ok, ça doit être ça. Et ces enfants auront à leur tour 18 garçons et 14 petites filles. Jusque-là, rien de grave, vous me direz, sauf que comme ils voyaient pas grand monde, ils ont fait ça entre eux. Et c'est là où ça pêche. Parce que comme le disait si bien un grand sage... C'est illégal. Et en plus, on risque de faire des gosses malsains qui naissent dentés avec du poil partout et de la mousse dans les oreilles. Mais rien pour pisser. Bref, n'ayant pas le courage de travailler, parce qu'ils sont en plus un peu feignants, ils cumulent un peu, j'ai envie de dire, Bean et sa progéniture, avec de la mousse dans les oreilles, organisaient des embuscades nocturnes soigneusement planifiées pour voler et assassiner les voyageurs malchanceux qui passaient par là. Et la règle d'or, c'était de ne laisser aucun survivant. Et pour ça, ils avaient une méthode bien particulière. Ils les tuaient, ils ramenaient les corps à Banana Head, toujours, et là-bas, ils les démembraient et les mangeaient, parce qu'il faut bien se nourrir quand même, c'est important. Les viandes humaines étaient marinées, puisque la préparation aussi, ça reste important, et les morceaux de corps non consommés étaient rejetés à la mer, parce qu'il faut bien nourrir les poissons également. Le clan Bean a continué à dissimuler ses crimes de cette manière pendant de très nombreuses années, a priori environ 25 ans, en restant planqués toute la journée dans leur grotte et en ne sortant la nuit que pour tuer.
Alors bien sûr, les disparitions ne passaient pas inaperçues dans le village, mais les Bean étaient très discrets et très silencieux, ce qui fait que les villageois étaient loin de se douter que 48 cannibales vivaient à côté de chez eux. C'est vrai que c'est quand même pas une situation non plus très fréquente. Et puis un soir, pas de bol, ils attaquent la mauvaise victime. Un couple qui revenait d'une foire, les Bean les attaquent, le mari se défend, il arrive à s'en sortir, sa femme aura moins de chance puisqu'elle se fait trancher la gorge et boulotter encore vivante par le clan Bean. Everybody eats. Mais le mari survit et il s'enfuit, en laissant sa femme là-bas, tel un grand gentleman. Et l'existence du clan Bean ayant enfin été révélée au grand public, une expédition de recherche se lance à leur poursuite. Cette expédition est composée de plusieurs centaines d'hommes et elle est menée par le King himself. Non, pas celui-là, un autre. Encore que ça aurait eu de la gueule quand même. Non, là c'était le roi Jacques VI, qui était le roi d'Écosse à l'époque. Moins sexy, mais tout aussi efficace. Alors, ils finissent par trouver la grotte, et après avoir pénétré à l'intérieur, à la lueur des torches, ça c'est mon petit côté Pierre Bellemare qui ressort, ils retrouvent donc le clan Bean au milieu d'un amoncellement de corps humains, de morceaux de corps. Ils retrouvent les tonneaux avec la viande marinée à l'intérieur, et les morceaux de corps donc qui sont suspendus à des crochets, tels des jambons serrano bien affinés. Je suis sûre que maintenant, vous ne mangerez plus de jambon de la même manière. Ils retrouvent également des monticules de butin, tous les trésors amassés au cours de leur sortie nocturne, puisqu'ils n'ont jamais dépensé l'argent qu'ils avaient volé. C'est quand même un mystère. Pourquoi s'emmerder? Je sais pas. Alors les Bean, évidemment, ils essayent de faire genre, ouais, c'est pas nous, c'est la société, la conjoncture actuelle, etc., etc. Mais ça marche pas super bien. Ils sont donc emprisonnés à Édimbourg et condamnés sans même un seul procès. Donc là, bien évidemment, on est en Écosse au XVIe siècle, pas d'amende forfaitaire ni stage de réinsertion. Bean et les 26 autres membres masculins de son clan ont eu le choix entre un concert de 2h30 de cornemuse ou bien avoir leur partie génitale coupée et jetée au feu. Comme bien évidemment tout le monde l'aurait fait à leur place, ils ont donc choisi de se faire une petite circoncision intégrale. On viendra couper Zézette. Et pour en rajouter une petite couche, parce que visiblement c'était encore pas suffisant, leurs mains et leurs pieds ont également été coupés pour qu'ils se vident lentement de leur sang, tel un canard malchanceux entre les mains de Maïté. Hop là, viens là. On le met là pour ne pas qu'il se mâche. Les femmes, quant à elles, ont été contraintes de regarder les hommes mourir lentement. Ensuite, elles ont été installées, je sais pas si c'est le mot, elles ont été attachées à des pieux et brûlées vives. Mais au moins, à quelque chose malheur est bon, il n'y aura pas eu de concert de cornemuse. Et ceci marquait la fin du clan Bean. Bien sûr, dans ces cas-là, il est quand même assez difficile de distinguer la réalité de la fiction. Et bien que certains historiens pensent qu'il y a une part de vrai dans la légende, il n'y a tout simplement aucune preuve de la disparition de centaines, voire de milliers de personnes sur la côte de Galloway au XVIe siècle. De même qu'il n'y a aucun récit contemporain pour corroborer les exécutions spectaculaires du clan Bean à Édimbourg. Selon une théorie, ce serait Daniel Defoe, qui est un écrivain anglais, à qui l'on doit notamment le roman Robinson Crusoe, qui serait à l'origine de cette légende, qu'il aurait donc écrit comme une sorte de libellé anti-écossais pendant le conflit jacobéen. Il aurait écrit ça dans le but de faire passer les Écossais pour des espèces de vieilles brutasses sanguinaires, ce qui n'est quand même pas super sympa de sa part, faut le dire. Voilà pour l'histoire qui a inspiré La Colline à des yeux. Sachez également que cette légende a servi d'inspiration à Toby Hooper pour son Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974, bien évidemment. Voilà, j'espère donc vous avoir donné envie de regarder à nouveau, ou peut-être de découvrir La Colline à des yeux, et particulièrement l'original de Wes Craven. Non, mais le film de 2006 était bien. Mais entre nous, l'original, ça reste toujours mieux que la copie, non? Je terminerai en vous disant, méfiez-vous de la viande marinée, du confit de canard et des consanguins, surtout s'ils sont mélangés, et encore plus si c'est moi qui les préparé.